Notre prochain intervenant vient de la société Media Brands Audience Platform, qui est en fait la holding publicitaire du groupe Interpublic. Il va nous parler de Media Planning Shift, from selectivity to algorithm. In English? Non, in French. En français, merci d'accueillir Philippe Deltan. Alors, bonjour à tous. Avant de commencer, pour ceux qui restent, j'aimerais bien faire une petite photo. Je voudrais que vous, c'est pour mon Instagram, je voudrais que vous preniez un air très absorbé et très intéressé par tout ce que je dis avant que la salle ne se vide. Voilà. Hop. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis Philippe Deltan, mon slide est un peu coupé. Donc je suis directeur des stratégies pour Media Brands Audience Platform. Mon Dieu, attendez. Ça va venir, ok. Donc c'est une agence média. Alors l'agence média, traditionnellement, c'est quoi? On achète de l'espace média pour des marques. Et donc c'est essentiellement un métier d'analyse, de négociation, avec des fichiers Excel qui sont ouverts toute la journée. C'est un métier que personne ne veut faire. Moi, j'adore ça. Voilà. Donc je fais ça depuis quelques années, mais c'est un métier qui est en changement radical pour l'instant, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, si ma présentation arrive. Voilà, voilà. On est obligé d'avoir un problème technique. En fait. Oui, voilà, voilà. C'est normal pour une conférence. Ça doit arriver OK. une fois dans la journée. Alors écoutez, je vais le faire sans les slides Voilà. pour commencer. Ah voilà. Dans la bonne taille. Très bien, parfait. Bon, d'abord quelques mots sur moi. Donc j'ai 44 ans, il y a deux choses que je suis incapable de faire, c'est fermer mes lacets correctement et faire des jolis slides. Donc désolé pour les slides. Pour le reste, voilà, j'aime le mauvais cinéma, la bonne littérature, j'adore le sport de combat, j'aime les séries télé humoristiques, surtout Parks and Recreation, et j'adore la cuisine japonaise. Comme ça, voilà, les présentations sont faites. Et je vais vous parler d'abord du rêve que nous avions tous. Donc voilà, moi je suis dans le web depuis que le web existe, et on avait à un moment ce rêve du consommateur qui allait prendre le pouvoir sur le média. On s'est tous dit, voilà, c'est fini, ce qu'on savait sur le marketing, on peut l'oublier, maintenant tout a changé. Et les marques n'ont plus le contrôle de leur propre message. On en revient un peu, mais on avait ce rêve de se dire, finalement, le marketing va devenir viral. Donc, on va lancer une bouteille à la mer, et puis parce qu'il y a 6 degrés de séparation entre les gens, finalement, à très très peu de degrés, on est capable de toucher le monde entier, et donc ces messages vont se diffuser de façon massive. Alors bon, réfléchissons à 2013, quelles sont les campagnes virales dont vous vous souvenez? Je parie qu'il y en a relativement peu, sauf si vous êtes un professionnel, évidemment, du marketing viral. Moi, la dernière dont je me souviens, mais c'est parce que je suis belge, c'est Jean-Claude Van Damme avec son grand écart, voilà, qui est une campagne virale, mais en réalité, elle ne l'est pas tout à fait, je vous expliquerai ça. Bon, la réalité, c'est que, généralement, voilà, on se dit, la viralité, ça va fonctionner. J'ai vu des campagnes virales qui faisaient 100 vues sur YouTube, et voilà, donc au niveau retour sur investissement, c'est pas terrible. Alors, on parlait de 2.0, on n'en parle plus parce que voilà, 2.0 c'est devenu un mot un petit peu ringard. Alors maintenant on parle de inbound marketing, c'est le nouveau mot. Et il y a notamment HubSpot qui sont des éminents représentants de l'inbound marketing, et c'est un métier extrêmement intéressant. Et les gens qui travaillent dans l'inbound marketing ont tendance à nous expliquer qu'il n'y a plus que ça qui marche. Qu'avant on faisait de la pub, mais ça c'était avant. Maintenant plus personne ne veut voir de la publicité, et d'ailleurs de toute façon ça ne marche pas. Alors, c'est en partie vrai, mais malheureusement, quand on regarde les statistiques sur l'inbound marketing, alors qu'on est là avec vraiment, et je le dis sans second degré, un représentant éminent de l'inbound marketing, il fait 1000 vues avec sa vidéo, et il a de la chance parce que la précédente en a fait 170, et la petite pub pourrie juste au-dessus, elle en a fait 97 000. Voilà, donc ça remet un petit peu peut-être l'église au milieu du village par rapport à l'inbound marketing. Après, il y a plein de raisons, on peut dire que les 1000 personnes sont beaucoup plus engagées que les 97 000, mais néanmoins, je pense que du point de vue business, il y a quand même une question à se poser au niveau du résultat. Alors, je pense que c'est intéressant de revenir à la base et de se dire, mais pourquoi on fait du média? On fait du média en fait pour 6 raisons. C'est-à-dire qu'on va chercher 6 leviers, pas toujours les 6 leviers dans les mêmes campagnes. Donc à l'intérieur d'une campagne, on peut travailler sur un seul levier, mais on va travailler sur la notoriété de la marque. Est-ce que les gens connaissent ma marque? Alors cette notoriété, elle peut être top of mind. Citez-moi une marque de voiture. Elle peut être spontanée, citez-moi toutes les marques de voitures que vous connaissez, et elle peut être aidée, c'est-à-dire que voilà, vous ne m'avez pas cité par exemple la marque Kia, je vous demande si vous la connaissez. Et donc on va essayer d'influencer ça, la notoriété de la marque, c'est important. L'association du message à la marque, est-ce que les gens aiment la marque? Donc est-ce qu'il y a de sympathie?
Est-ce que les gens considèrent la marque? Donc vous avez vu ce mot dans la présentation eBay, la considération, c'est est-ce que les gens shortlistent ces marques dans les marques achetables, l'intention d'achat et la vente. Et il y a une science du média. Alors, voilà, je vous disais, on a beaucoup d'Excel et donc on sort beaucoup de statistiques et on mesure, par exemple, et là c'est un exemple du secteur bancaire, qu'il y a une corrélation très claire entre la notoriété et la considération. C'est-à-dire que si à un moment on arrête de faire des investissements, on va perdre en notoriété et la considération va diminuer. Alors, on le mesure et donc c'est intéressant de se dire qu'il y a un seuil en deçà duquel on ne peut pas descendre en termes de considération. Et ma conclusion par rapport au marketing viral, et si on se dit, voilà, on oublie tout ce qu'on savait de la publicité traditionnelle, c'est un peu la roulette russe, hein, c'est-à-dire que peut-être que ça va marcher, mais peut-être que ça ne va pas marcher, ça peut mal se passer. Et finalement, c'est de se dire, le marketing viral, c'est se dire, je m'achèterais bien cette belle maison en Toscane parce que j'ai joué au loto, et il y a quand même une probabilité que je gagne au loto, donc je peux me permettre cet investissement-là. Voilà. Et le marketing viral, il y a un petit peu ce travers-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Et personne n'a trouvé le secret du marketing viral, sinon il serait milliardaire aujourd'hui. Parce que j'ai essayé, j'ai fait des campagnes virales, j'en ai fait qui ont bien marché, j'ai eu des flops, et j'ai eu plus de flops que de campagnes qui ont bien marché, malheureusement pour moi. Et on a un petit problème, parce que il y avait la viralité d'un côté, et puis on a dit, oui, mais la viralité, effectivement, il faut être plus dans le seeding, dans l'engagement, il faut fédérer des fans, et on va faire du community management. Mais le community management, le problème, alors là, c'est un peu une provocation, je sais qu'il y en a qui vont un peu sourciller dans la salle, mais je considère qu'on peut dire aujourd'hui, voilà, le community management, en fait, c'est mort. Y a-t-il des community managers dans la salle? D'accord. Alors, je vais nuancer ça tout de suite. Hein. Donc, pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui en matière de community management? La première raison, c'est qu'il y a des marques que les gens aiment et puis il y a des marques que les gens n'aiment pas. J'ai travaillé 3 ans pour Microsoft, c'est très dur. On n'est pas accueilli pareil que quand on travaille pour Apple. Hein, c'est pourquoi tu travailles pour Microsoft? Les amis ne sont pas super enthousiastes et tout ça. Bon, après, Microsoft a fait beaucoup d'efforts pour redorer un peu son blason, mais il y a quelques années, c'était pas populaire. Hein, c'était Windows, le truc qui crache tout le temps. Voilà. Et donc, c'est très, très difficile de fédérer une communauté. Après, il y a quand même un effort qui est fait par Microsoft et ils arrivent à faire du community management de manière efficace. Mais c'est difficile. Alors, je travaille pour des cuisinistes. Alors, je ne travaille pas pour AEG, mais je travaille pour d'autres cuisinistes. Et ça, c'est très, très difficile parce qu'on achète une cuisine tous les 15 ans. Donc, pourquoi rejoindre une communauté sur Facebook alors qu'on vient d'acheter une cuisine? Parce que de toute façon, on ne va pas reproduire cet acte d'achat avant 15 ans. Donc, il y a aussi des réalités de marché à un moment. Donc, et puis, voilà, si je vous dis que ma cuisine est une AEG, ça ne dit rien sur moi. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas fait un statement par rapport à qui j'étais. Si je dis que c'est une SMEG, là, ça me positionne un petit peu. Voilà, moi, j'ai une Ikea. Alors, en matière de community management, on a un gros problème, c'est le problème justement de la couverture. C'est-à-dire que Facebook l'admet volontiers. Aujourd'hui, avoir une page Facebook, par exemple, avec 100 000 fans, ne vous permet pas de toucher 100 000 personnes. Hein, globalement, les stats disent que 5% du reach est organique. Donc si vous avez 100 000 fans, vous allez toucher 5 000 personnes avec un post. C'est en fait très peu, parce que réunir 100 000 fans sur une page, c'est déjà un beau challenge, quoi. Donc finalement, faire une campagne, faire de l'advertising pour toucher 5 000 personnes, c'est pas énorme. Donc on a un petit problème de ce côté-là. Et puis, on peut faire de la publicité, évidemment, sur Facebook, et là, on touche à une audience considérable. Et puis, on parle beaucoup de social ads. Mais là, donc, j'ai pris 5 publicités le même jour sur ma page Facebook, et aucune de ces 5 publicités n'est sociale. J'ai juste retiré celui qui dit célibataire, envie de rencontrer des femmes et tout ça, parce que visiblement, Facebook m'a identifié comme célibataire. Voilà, mais en gros, voilà, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me propose des télécoms avec des publicités qui auraient pu être des publicités d'il y a 20 ans. En termes de visuel, en termes de texte, c'est des publicités d'il y a 20 ans. Il n'y a absolument rien de social, ce n'est pas du social media. Et donc, je vais oser une hypothèse qui va me rendre hyper impopulaire, et tant pis. De toute façon, je ne serai plus en Suisse ce soir. Donc, et juste suivez-moi un peu dans cette hypothèse, et si elle ne vous plaît pas, tant pis. Et l'hypothèse, c'est, et si on s'était trompé? Si le nouveau web n'avait rien à voir avec le Customer in Control, si le nouveau web n'avait rien à voir avec la viralité, et si le nouveau web n'avait rien à voir avec le management des conversations.
Alors c'est une provocation de ma part, évidemment, parce que je crois que le nouveau web a beaucoup à voir avec ça, mais je pense que ça n'est pas non plus la panacée. Je pense que le nouveau web, c'est ça. C'est le sigma, c'est le pouvoir du sigma. Et le sigma, c'est quoi? Ce sont les algorithmes. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup utilisé le mot aujourd'hui, mais on a parlé d'algorithmes toute la journée. LinkedIn a parlé beaucoup d'algorithmes, eBay a parlé d'algorithmes, on a parlé d'algorithmes tout le temps. Et l'algorithme, c'est quoi? C'est deux choses. C'est d'un côté l'automated reasoning et de l'autre l'automated trading. On va dire que c'est contenu et publicité. Alors, en termes de contenu, évidemment, on connaît tous Google Hummingbird, c'est-à-dire que si vous faites une recherche sur Google, il y a un algorithme qui va émuler la pertinence. C'est-à-dire que l'algorithme va essayer de penser comme vous. Donc, va sortir une formule. Il y a une formule mathématique extrêmement complexe, que d'ailleurs personne ne connaît chez Google, parce c'est coupé en petits morceaux, c'est aussi secret que la recette de Coca-Cola. Mais il y a un algorithme qui va évaluer le plus proche possible de la pensée humaine, la manière dont les gens voudraient voir la pertinence organisée. C'est ça qui va déterminer le rank d'une page sur Google. On a l'algorithme d'Amazon. Quand on vous propose d'autres produits par rapport à vos achats antérieurs, il y a un algorithme là derrière. Il y a évidemment l'algorithme Facebook qui détermine la façon dont le contenu apparaît sur votre newsfeed. Et donc, comprendre comment fonctionne l'algorithme, c'est pouvoir l'influencer. Et le community management aujourd'hui n'est pas forcément gérer de la conversation, mais c'est maîtriser l'algorithme et utiliser des trucs pour en retirer le plus grand bénéfice possible du point de vue de la marque. Alors, le problème de l'algorithme, c'est si on a un super algorithme, c'est très bien, mais ça ne rapporte pas d'argent. C'est-à-dire que si Google ne fonctionnait que sur le SEO, Google aurait le problème de Wikipédia, c'est-à-dire qu'on proposerait des donations, mais il n'y aurait que ça. Si Facebook fonctionnait sans la pub, ce serait un super site social sur lequel on serait tous, mais on a vu le début de la valorisation boursière de Facebook, ça a été au début un peu compliqué, et moins l'algorithme permet un reach organique, plus Facebook gagne de l'argent. C'est-à-dire que Facebook est obligé, entre guillemets, de casser un peu le rêve pour gagner de l'argent et pour augmenter sa valorisation boursière. Donc, voilà, on parle d'argent, au final. Et donc, tous ces acteurs développent des modèles qui sont finalement basés sur la pub. Et donc, il y a un peu une courbe rentrante par rapport au rêve qu'on avait il y a 5-6 ans, de se dire, voilà, maintenant c'est du 2.0, on va faire des conversations, on va acheter des bouteilles à la mer, et nos fans vont nous trouver de façon très, très naturelle. Mais l'advertising est également en train de changer. Alors, comme je suis dans le web depuis longtemps, je me souviens très bien du jour où quelqu'un m'a dit « Tiens, il y a un nouveau truc qui est sorti qui s'appelle Google. » C'était un nouveau site, parce que Google, ça a 15 ans. J'étais déjà actif dans le digital avant. Et on avait un truc qui s'appelait le Yahoo Index. Est-ce que quelqu'un se souvient du Yahoo Index? Quelques mains? Oui, je vois quelques souvenirs. Okay, donc le Yahoo Index, c'était manuel. C'est-à-dire que vous aviez un site web, il fallait envoyer un message à Yahoo. Il y avait des gens dans des hangars chez Yahoo qui encodaient ce site dans une arborescence comme celle-là. Et donc, tout était encodé manuellement. Et puis, il y avait des mots-clés qui étaient sur l'équivalent de tags qui permettaient de retrouver ces sites. C'était simplement la description texte qui permettait de retrouver un site. Donc, la notion de lien, de popularité, tout ça n'existait pas. Et cette révolution qui consiste à quitter cet index Yahoo pour aller vers Google, elle est comparable à ce qui se passe aujourd'hui en achat média. C'est-à-dire qu'on sort d'un modèle à la Yahoo pour rentrer dans un modèle à la Google. Alors, comment on achetait du média avant? D'abord, on travaillait sur ce qu'on appelle de la sélectivité sociodémographique. Donc, moi, il m'arrive parfois de travailler de la maison, et quand je travaille de la maison, j'allume la télé. Alors, imaginons je suis devant la télé à 15h sur une chaîne française. Les publicités que je vais voir, c'est des trucs pour laver son dentier, sont des couches-culottes pour adultes, et c'est des montes-escaliers. Et c'est à chaque fois. Je veux dire, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, la télévision est sélective sur la cible senior. Voilà. C'est comme ça qu'on achetait du média, on travaille sur la sélectivité, c'est-à-dire je veux, par rapport à certains placements, une surreprésentation de ma cible. Évidemment, je veux aussi de la couverture, je veux toucher beaucoup de gens, je veux les toucher plusieurs fois, il y a une qualité de volume, c'est-à-dire que toucher les gens une fois avec un message, ça n'est pas suffisant du point de vue publicitaire, sauf si on les touche au cinéma, parce que le cinéma est plus impactant. Le prix, évidemment, et je mesure des performances passées. Donc, est-ce que les pubs que j'ai fait auparavant sur les mêmes supports ont bien fonctionné?
Et enfin, le contexte. Donc, je vends des cosmétiques, donc je vais dans un contexte entre guillemets féminin. Voilà, ça c'était avant. C'est encore beaucoup maintenant, mais il y a un énorme switch qui est en train de se produire à une vitesse considérable. Alors aujourd'hui, désolé, je vous ai dit que je faisais des vilains slides. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Quelqu'un arrive sur un site internet, il est identifié par tous les paramètres qui sont disponibles par rapport à son profil. C'est envoyé dans un système qui est une place de marché, où des annonceurs évaluent la valeur de ce profil par rapport à leur business model. Et font une enchère pour remporter le placement. Et c'est évidemment l'annonceur qui remporte le placement qui peut montrer sa pub. Alors, ce processus prend, alors là on parle de 100 millisecondes, il y en a qui parlent de 50 ou de 10 millisecondes, mais c'est quelque chose qui est en tout cas invisible à l'œil nu, c'est-à-dire que ça va tellement vite évidemment que l'internaute ne va pas le voir, donc lui voit la pub s'afficher en même temps que son contenu. Et donc on achète de la pub comme ça, c'est-à-dire qu'on achète des profils et on n'achète pas des pages, des pubs sur des pages, on achète des pubs qui sont montrées à certains profils. Donc deux personnes qui vont sur le même site vont voir deux publicités différentes parce qu'ils ont des profils différents. Et donc ça entraîne 7 mutations en matière de média planning. 7 mutations qui sont vraiment essentielles parce que ça va changer la manière dont on va recevoir la pub dans le futur. La première mutation, c'est qu'on quitte cette notion du publisher et on va vers une notion d'audience. C'est-à-dire que je n'achète plus des pages, je n'achète plus des placements, j'achète des gens. Enfin, ça sonne bizarre quand on dit j'achète des gens, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'achète des profils, j'achète des comportements d'achat. Donc par exemple, je veux une audience qui a déjà visité mon site. Enfin, c'est une manière de définir une audience. Je veux une audience qui a déjà visité mon site et qui a été jusqu'à un shopping cart sans le remplir. C'est également une façon de définir un profil et déterminer une audience. Donc on peut en fait paramétrer ces profils. Demain, et le seul obstacle aujourd'hui, c'est un obstacle légal, demain on pourra y ajouter des éléments sociodémographiques. Mais aujourd'hui on ne peut pas pour des raisons légales en Europe, mais aux États-Unis on le fait déjà, donc ce qu'on appelle les third-party data. Donc je pourrais, par rapport à une adresse IP, par rapport à un cookie, acheter un ensemble de données qui me décrivent un comportement d'achat ou un profil sociodémographique par rapport à un certain consommateur. La deuxième mutation, c'est la mutation du reporting vers le temps réel. Donc avant, on faisait une campagne, on établissait un rapport de campagne, on envoyait le rapport de campagne à l'annonceur en disant voilà les résultats de la campagne. Alors si on parle purement en web, c'est combien il y a eu d'impressions, quelle a été notre couverture, combien il y a eu de clics, éventuellement ces clics ont amené combien de conversions, mais on avait un rapport de campagne a posteriori. Et sur base de ce rapport de campagne, sur base de l'historique des rapports de campagne, on construisait de mieux en mieux les plans suivants, c'est-à-dire qu'on apprenait grâce à un reporting. Maintenant, on sort de cette logique-là. On a toujours du reporting parce que voilà, ça a valeur d'archive, mais on travaille beaucoup plus en temps réel. C'est-à-dire que comme on achète finalement les profils en temps réel, le comportement qu'on va mesurer peut influencer l'évolution du plan. C'est-à-dire que quand on démarre un plan, on a juste déterminé un budget et un comportement attendu. Et en temps réel, ce plan va se changer, mais toutes les secondes. Donc il n'y a plus de reporting pour décider. C'est ce qu'on observe en temps réel qui permet de changer. La troisième mutation, c'est avant, on déterminait un ensemble de performances au moment où on établissait un plan. Donc, je dépense, je sais pas moi, 200 000 francs pour une campagne. J'ai sélectionné 5 sites internet, je sais que j'ai une couverture estimée, j'ai un nombre d'impressions estimé, donc un nombre de fois où ma pub sera vue, et un nombre de clics estimé. Pourquoi? Parce que je connais les performances passées de ce site internet. Et aujourd'hui, on fait ça de moins en moins. Aujourd'hui, on détermine un indicateur de performance et on demande à l'algorithme de trouver le meilleur moyen d'atteindre cet indicateur de performance. Donc si mon indicateur de performance, et ça c'est le cas, c'est le CPA, c'est-à-dire que je veux acquérir des clients au coût le plus bas possible, mais je donne ordre à l'algorithme de trouver le meilleur moyen parmi plein de paramètres d'atteindre ce CPA que je vais chiffrer. Donc je dis voilà, je suis dans la banque, mon CPA peut être de 250 francs. Il n'y a pas de problème, l'acquisition d'un client à 250 francs dans le monde bancaire, ça vaut la peine. Si je fais de l'e-commerce, 250 francs, c'est trop cher. Et donc j'ai d'autres modèles, et donc je dois donner instruction d'une manière différente à l'algorithme.
La seule chose, c'est qu'il faut toujours rester réaliste par rapport au CPA. C'est-à-dire que je ne peux pas dire je suis dans la banque, mais je vais demander à l'algorithme de me trouver l'acquisition d'un client à 5 francs. Ça n'est pas possible. Parce qu'il y a trop de conservatisme, parce qu'il y a une nature du consommateur dans le monde bancaire qui est telle que voilà, il faut mettre beaucoup de moyens pour convaincre quelqu'un de switcher. Quatrième mutation, c'est on était en prix fixe et on passe de plus en plus en prix dynamique. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans des détails trop techniques, donc je vais parler très vite de ça. Mais avant, on avait une carte des prix. Donc vous allez dans n'importe quelle régie qui représente un site internet, qui vend de l'espace sur un site internet, il y a un prix placement par placement. Et le prix s'exprime en coût par 1000 vues. Donc il était normal de payer 20 euros, 25 francs suisses pour être vu 1000 fois sur un site internet. Maintenant, on ne fonctionne plus du tout avec un prix fixe qui est sur une carte, on travaille avec un prix dynamique. Alors le prix dynamique que vous connaissez probablement tous, c'est celui de Google, c'est-à-dire qu'on est sur un système d'enchères, et en fonction de la performance, en fonction de ce qu'on appelle les quality scores, on peut se permettre de payer moins cher. C'est-à-dire que si votre pub est perçue comme très pertinente, vous pouvez payer moins cher demain. C'est pareil sur Facebook. Donc le placement publicitaire sur Facebook, il y a quelques placements qui ont un prix fixe, mais sinon, la majorité des placements Facebook ont un prix variable qui est basé sur la performance de votre publicité. Et en real-time bidding, donc cet achat maintenant en temps réel aussi, c'est-à-dire que si les performances sont très très bonnes de votre campagne, vous pouvez à un moment dire je vais acheter un peu moins cher, je vais acheter de l'inventaire qui est un peu moins qualitatif, mais je sais que je vais quand même atteindre mon indicateur de performance. Donc le prix devient dynamique. Mutation suivante, c'est le nombre de variables. Quand on fait un plan de manière manuelle, on gère quelques petites variables. Donc voilà, je peux changer je peux travailler sur 2 ou 3 variables. L'algorithme que nous utilisons pour l'achat publicitaire, par exemple, en real-time bidding, on utilise 1800. Donc il y a 1800 variables que l'algorithme va utiliser pour optimiser le plan et permettre le mieux possible l'atteinte de l'indicateur de performance. D'un point de vue plus inbound marketing, on quitte la notion de viral et on rentre beaucoup plus dans une notion qu'on appelle le seeding. C'est-à-dire que Jean-Claude Van Damme, évidemment que la vidéo avait une valeur de partage. Et donc, il n'a pas fallu dépenser beaucoup d'argent pour que cette vidéo soit vue. Est-ce que vous connaissez aussi toutes les pubs, vous connaissez tous les pubs Evian avec les bébés, par exemple? Donc, ça fait 100 millions de vues sur YouTube. Mais il faut savoir, et ils ne le disent pas, mais c'est vrai, j'en suis sûr, les premières 3 millions de vues ont été achetées. Pourquoi? Parce que ça permet, en achetant des vues, ces vues n'ont aucune valeur, il y a un taux d'engagement de 0, mais parce que l'algorithme de YouTube dit, voilà, les vidéos qui sont populaires, je vais les pousser sur la home page, ça permet de démarrer après quelque chose qu'on peut appeler du marketing viral. C'est-à-dire qu'il y a un minimum critique à atteindre pour que la viralité puisse fonctionner. Et donc là, on revient à des choses qui sont plutôt du planning traditionnel. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui vont placer la vidéo, par exemple, à des endroits qui sont stratégiques parce que ce sont des placements où le potentiel d'amplification virale est important. Et puis, on peut simplement acheter des vues de façon extrêmement dirty. Vous pouvez acheter des vues au Bangladesh, ça coûte rien. Et c'est vraiment les acheter au Bangladesh, ce n'est pas une boutade. Ça coûte, je pense, ça doit coûter un truc comme 5 000 francs pour 1 million de vues. Donc c'est pas cher, c'est moins cher que la télé. Mais évidemment, ce sont des fausses vues. Donc là, le seul intérêt, c'est de nouveau être placé sur la homepage de YouTube et là, démarrer quelque chose de viral. Donc si la vidéo n'a aucun potentiel de partage, ça ne sert à rien de rentrer dans ces stratégies-là. C'est uniquement parce qu'elle a un potentiel de partage que vous allez rentrer dans ce type de stratégie. Et j'ai gardé la plus compliquée à expliquer pour la fin, c'est... donc on quitte quelque chose, c'est un mot qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui, on quitte une logique de silo. On achetait site 1, site 2, site 3, de façon quasiment indépendante, sans penser à l'interrelation entre ces sites, à des écosystèmes. Alors, dans notre jargon, on appelle ça les écosystèmes POE ou EPO pour les cyclistes. Donc c'est Paid, Owned, Earned. Donc c'est le média payant, c'est le média que je possède, que je contrôle, et c'est le bouche à oreille. Et tout ça rentre dans nos architectures de campagne aujourd'hui. Si je travaille par exemple pour Coca-Cola, si Coca nous demande de faire une campagne, on va travailler de manière architecturale. Donc on va faire une architecture de campagne qui ressemble, alors ça c'est
ça c'est un truc de Big Bang Theory, mais qui ressemble à ça. C'est-à-dire que nos slides chez Coca ressemblent à ceci. C'est-à-dire qu'on voit l'interrelation. C'est-à-dire qu'on va regarder quelle est l'amplification. On fait une campagne en télé, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux qui rentrent en écho avec la campagne télé? Qu'est-ce qu'on fait sur YouTube pour gagner du reach additionnel? Est-ce qu'on achète des vues pour permettre un partage viral, etc., etc. Donc on est toujours dans des constructions qui deviennent des constructions algorithmiques dans la création de nos plans, ce qui est vraiment quelque chose qu'il y a dans le monde du media planning, je veux dire, ça a 2 ans. Avant, personne ne faisait comme ça, on travaillait vraiment en ligne par ligne, comme on achète de la télévision maintenant en spot par spot. Et donc c'est ça, la nouvelle agence média aujourd'hui utilise en fait des modèles, des outils et des systèmes qui permettent de comprendre comment fonctionnent ces algorithmes et, le cas échéant, de devoir amplifier aussi, donc de devoir contourner les faiblesses de l'algorithme pour amplifier, pour atteindre en fait, les objectifs qu'ont fixés les annonceurs. Donc c'est quelque chose qui est très très différent par rapport à avant, où avant, il fallait simplement faire de la performance média, donc acheter le média le moins cher possible, toucher une cible avec le meilleur taux de sélectivité possible. Et donc là, on en est complètement revenu, et donc on est dans quelque chose qui devient de plus en plus algorithmique. Alors ça peut paraître anecdotique par rapport, parce que voilà, on est dans le web, mais en fait, demain, l'algorithme, et c'est de nouveau, il n'y a plus de barrière technologique pour le faire, il y a simplement des conservatismes et des business models qui sont en train de se protéger eux-mêmes, mais on peut très bien envisager des modèles d'achat publicitaire algorithmique à la télévision demain. La technologie est prête, simplement aujourd'hui une chaîne de télé ne veut pas donner son inventaire comme un site internet le ferait aujourd'hui. Mais on a rencontré énormément de résistance par rapport aux sites internet, notamment les sites de presse, qui disent non, moi mon inventaire il est premium, donc la pub qui arrive chez moi elle est forcément contextuelle. Ah ben non, à un moment les digues craquent et on arrive sur ces modèles algorithmiques aussi en matière publicitaire. Donc voilà, j'espère avoir été clair et si vous avez des questions, je vous écoute. Donc toutes les questions par écrit, c'est donc écrit là. Les questions via Twitter. Qui a une question? Monsieur, il y a un micro qui va arriver. Oui, bonjour. C'est très intéressant, mais toute cette approche basée sur les algorithmes et puis la façon de tricher par rapport à ces algorithmes me fait énormément penser au métier des référenceurs il y a 10 ans. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire les mêmes erreurs, entre guillemets? Alors oui, absolument. Donc il y a ce qu'on appelle le black hat marketing, dont on parlait beaucoup par rapport à Google, où effectivement on mettait des méta-tags, on mettait des mots en blanc sur fond blanc. Donc je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'on travaille sur du black hat marketing. Je pense qu'on n'est pas en train de pervertir l'algorithme, on essaye de le comprendre. Alors après, oui, il y a des choses qu'on voit. Par exemple, il y avait un site belge de presse qui avait un taux d'engagement énorme sur Facebook par rapport à ses concurrents, pour une raison, c'est que tous les jours, ils mettaient un chaton. Voilà. Et alors, les gens mettaient « Ah, il est super mignon le chaton parce que vous connaissez le pouvoir des chatons sur Internet. Et donc, voilà, on explose un taux d'engagement parce qu'on met des chatons. J'ai vu un jour, sur un site, pour augmenter le taux d'engagement, une maison en flammes, et il est écrit « Likez si vous sauveriez votre mère ». Donc évidemment, pouf, ça fait exploser le taux d'engagement. Mais je pense que si on réfléchit du point de vue du marketing et si on réfléchit surtout de l'indicateur de performance réel, l'indicateur de performance n'est pas le like. Si l'indicateur de performance derrière, c'est un engagement réel, c'est vraiment activer ses fans et c'est vraiment travailler sur l'amplification, à ce moment-là, on n'a aucun intérêt à aller travailler sur ces moyens un peu dirty, sauf pour faire plaisir à son patron. Et franchement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc le type qui met des chatons sur son site web, c'est pour pouvoir montrer à son patron qu'il a atteint un certain nombre de fans. Donc la panacée du marketing viral, c'est un chaton dans une maison qui brûle. Voilà. Et puis oui, il y avait, mais c'est pas nouveau. Il y avait un magazine français dans les années 80 qui avait mis un Magnum 357 sur la tempe d'un caniche et il était écrit voilà, si vous n'achetez pas le magazine, on tue le chien. Donc c'est pas nouveau. Ça marche toujours. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires au fond? Attendez Boris, il y a un micro qui arrive. Boris, pas trop long la question, je vous connais. Du temps de la publicité papier, il y avait une question taboue en publicité, c'est la pub fait-elle vendre, oui, ou plutôt fait-elle acheter? Oui.
Elle était taboue, mais en cas de crise, elle se sentait parce que les entreprises coupaient la pub. C'est une question qui n'est plus jamais traitée depuis que la pub est devenue virale ou en ligne. Et la question de pertinence est très ambiguë, car la pertinence d'une information que l'usager croit être son ami n'a pas le même sens que la pertinence d'une intox que l'usager pense, parfois à tort d'ailleurs, être son ennemi. Donc, est-ce que cette question a encore un sens en ligne? Alors, il y a deux questions. La question de l'intox que je trouve intéressante à laquelle je vais répondre, et il y a la question de la performance. Pour la performance, on le mesure tout le temps. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'il y a des niveaux de notoriété qui impactent le niveau de considération. On doit maintenir des niveaux de notoriété à un certain seuil parce qu'on sait, grâce à des mesures, que ça fait vendre. Qu'au final, on a un funnel de conversion qui aboutit à une vente. Et puis, en digital, il y a énormément de tracking, c'est-à-dire qu'on trace tout le parcours jusqu'à la vente, et donc ça nous permet de mesurer combien on a dépensé pour acquérir combien de clients, ou bien pour faire combien de ventes. Donc le retour sur investissement se mesure de façon extrêmement précise. Par rapport à l'intox, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que je travaille pour Coca, je travaille pour Quick et je travaille pour Pizza Hut, donc voilà, j'irai en enfer. Mais effectivement, quand on reçoit un briefing qui nous dit il faut travailler sur Coca-Cola autour du concept du bien vivre ensemble, on sait très bien qu'en réalité, Coca-Cola ne fait pas mieux vivre ensemble et qu'on est en train de faire du storytelling et qu'on est en train de raconter des histoires aux gens. Et donc là, il faut l'assumer du point de vue du métier. C'est-à-dire que oui, la publicité, c'est faire vendre des choses c'est créer du besoin. Pour moi, le marketing, c'est ça, c'est créer du besoin. C'est créer probablement un besoin qui n'existait pas auparavant. Et donc oui, il y a beaucoup d'intox, et je pense que notre métier n'est pas de travailler sur la vraie pertinence, le métier est de travailler sur l'illusion de la pertinence, et voilà. Donc il y avait une caméra là-bas, tout est fait. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que mon micro ne marche plus, non. Encore une question? Moi, je vais provoquer aussi, parce que je reviens sur votre diapo « Power to the people ». Donc, Ouais. Moi, je me demande ce que vont faire tous les gens qui sont venus sur Internet pour échapper à la pub. Ouais. Personnellement, j'ai arrêté de regarder la télé pour échapper à la pub. Mm-hmm. Et cette intrusion de la pub dans mon monde qui en était free, c'est vécu comme une intrusion. Alors, je me demande quelle va être la réaction des personnes et du côté des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas des réelles questions en termes d'éthique aussi à commencer à se poser dès maintenant? Je veux dire, le partage des données, les cookies, parce que c'est quand même abordé, et on n'a pas du tout abordé le sujet aujourd'hui, ce qui, tout de même, ça m'inquiète venant de cerveaux aussi bien fournis que ceux qu'on a dans cette salle. Voilà, qu'avez-vous à dire là-dessus? Alors, je vais d'abord répondre sur ce qu'on appelle le big data. C'est un mot très très à la mode. Voilà. Après, c'est un peu comme le CRM il y a 10 ans, donc tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Mais le big data, c'est quelque chose, quand on regarde les influenceurs LinkedIn, ils ne parlent que de ça aujourd'hui. Et effectivement, tous les modèles dont j'ai parlé sont basés sur le data. Alors, c'est assez intéressant de regarder un peu les tendances. C'est souvent un truc qu'on fait au mois de janvier. On a fini les rapports annuels et ce genre de choses. On a un peu plus de temps en janvier. Et donc, il y a notamment un rapport que je vous conseille, c'est celui de JWT, donc l'agence publicitaire, qui présente les 100 tendances pour l'année. Et une des tendances consiste à dire qu'il y a des sociétés qui vont baser leur marketing sur le fait qu'elles ne collectent pas de data. Ça deviendra un argument marketing. Si on ne veut rien savoir de vous, venez juste acheter notre produit. Ça pourrait devenir un argument marketing. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc il y a peut-être des annonceurs qui vont rentrer dans une logique de non-intrusion comme, je veux dire, acte citoyen. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la pub, est-ce qu'on va pouvoir y échapper? En fait, à un moment, on a cru pouvoir y échapper. Et ça a inspiré un auteur, alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il a écrit un livre qui s'appelle « The Chaos Scenario », c'est-à-dire qu'il a imaginé que les gens quittaient des médias sur lesquels il y avait de la publicité qui se vendait cher, la télévision, la presse écrite, pour aboutir à des médias où la publicité était absente, ou où la publicité se vendait moins cher. Et en fait, il y a une crise économique qui est absolument énorme, qui en découle. Et donc, à un moment, est-ce que c'est souhaitable que la pub disparaisse du point de vue personnel? Peut-être. Du point de vue du tissu économique? Peut-être pas. Donc là, c'est une première chose, c'est-à-dire que plus de pub veut dire de la décroissance. Alors après, ça c'est un débat qui est un débat plus philosophique. Est-ce qu'on est pour ou contre la décroissance? Mais du point de vue purement économique, la décroissance, c'est pas souhaitable.
Et puis, si les gens sont quelque part et les gens sont engagés, les publicitaires vont arriver. Hein, donc voilà, dès qu'il y a de l'audience, il y a de la pub. Ça, c'est clair. Enfin, on met de la pub partout. On a plus de 1000 stimuli par jour. Donc, Est-ce que vous seriez prête à payer pour Google, par exemple? Vous ne payez pas sur Google parce qu'il y a de la pub. Alors, combien vous payeriez par année pour avoir un Google sans pub? Moi, personnellement, je paierais pour ne pas avoir de la pub ou pour avoir accès à de la pub qui a du contenu qui est pertinent et qui s'engage. Voilà. Les entreprises, je ne sais pas, on a parlé à un moment d'éco-blanchiment, voilà, la pertinence de ce concept. Voilà, donc peut-être que je paierais un peu plus pour les entreprises qui disent, voilà, Voilà, mais ça va arriver. Mais la balance est vraiment là, quoi. C'est un service, c'est gratuit. Il doit y avoir de la pub dessus parce qu'il faut bien le financer. Enfin, Google a des serveurs à payer, Facebook aussi. Et donc, ce rêve d'avoir un service en même temps gratuit et en même temps sans pub n'est pas possible. C'est ça que je veux dire. C'est qui. Et... non, mais je ne remets pas en cause, c'est des questions. Hein, c'est des questions qu'on voit aussi dans les médias et sur le net. C'est des questions. Encore une question? Vous avez le droit, hein? Est-ce qu'on a encore une question? On a des bons abonnés aujourd'hui. Les sujets sont intéressants. C'est un peu la chasse à l'algorithme, si on veut être bien positionné. Comment est-ce que vous vous assurez quand les méchants ils changent leur algorithme? Comment est-ce que c'est quoi les facteurs qui vous mettent en avant, comme quoi ils l'ont changé, et combien de temps il vous faut pour adapter à votre stratégie? Ouais. Alors, donc, je pense qu'aucun business ne va se tirer une balle dans le pied. Hein, donc c'est clair que l'exemple le plus frappant, je pense, en changement d'algorithme, c'est le changement récent de Facebook. Hein, c'est-à-dire qu'on avait cet algorithme avec le Weight Affinity Decay, qui était un algorithme très simple et très, très transparent, et ils sont passés à un algorithme qui ne l'est plus. C'est-à-dire que la transparence de l'algorithme de Facebook est moins grande qu'avant. Avant, on pouvait quasiment le calculer, et maintenant on ne peut plus. Pourquoi? Parce que l'algorithme est aussi au service de leur business model, qui est, je veux non seulement vendre de la pub, mais je veux vendre de la pub pour qu'elle arrive dans le newsfeed des gens, parce que ça a plus de valeur, parce que ça a plus d'efficacité, ce genre de choses-là. Donc, je pense que parfois c'est compliqué. Parfois, il faut vraiment faire un switch. Hein, c'est le cas pour Facebook, de se dire voilà, je sors de cette logique d'acheter des petites publicités sur le côté, hein, qui sont des publicités en fait purement à la performance, hein, où je ne cherche que du clic. Parce que je ne fais pas, évidemment, je ne fais pas de branding avec ça. Hein. Je ne crée pas de marque en faisant des pubs sur le côté de Facebook. Par contre, dans le newsfeed, je peux être beaucoup plus visible avec de l'image, d'autant plus si je suis sur un support mobile, hein, parce que là, le newsfeed Facebook prend beaucoup de place, tandis que la petite pub sur la droite, elle ne fonctionne pas. Donc, le changement de Facebook, par exemple, ça oblige à revoir complètement les modèles d'achat, de sortir de modèles de performance pour entrer dans des modèles qui sont de nouveau des modèles de branding avec des formats qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus impactants. Alors après, on est prévenu en tant qu'agence média, hein, parce qu'on gère quand même beaucoup d'argent, on représente beaucoup d'argent pour Facebook. Hein. Il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, les agences médias traditionnelles représentent plus d'1 milliard de francs. La société qui m'emploie en Belgique, c'est un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, donc plus ou moins 350 millions de francs suisses pour la petite Belgique. Hein. Donc on est quand même sur des gros marchés avec beaucoup d'argent. Et donc un support ne va jamais se priver, ne va jamais prendre le risque de fâcher l'annonceur. Voilà, la réponse, c'est ils vont nous prévenir, et ils vont nous expliquer, eux vont nous donner les outils pour mieux utiliser le système et pour l'optimiser en fait. Évidemment, l'optimiser par rapport à leur business model, c'est-à-dire que voilà, ils ont un facteur d'optimisation qui est l'argent qui rentre sur leur compte à la fin du mois. Quoi. Je vois des gens qui reviennent dans la salle parce qu'ils savent qu'il y a le tirage au sort du deuxième iPad. Ah oui. Hein? Ah, t'es revenu pour gagner un iPad. Ah. Encore une question? Le micro. Les vidéos pre-roll sur YouTube qui sont particulièrement intrusives. Oui. Est-ce que vous considérez ça, c'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui va sûrement bouger, parce que c'est vraiment... Alors déjà, la façon de l'acheter bouge. Pour l'instant, donc on était dans un modèle à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on achetait des profils YouTube donc, par rapport à leurs critères, où on achetait un inventaire par rapport à une thématique, où on achetait du contextuel. Maintenant, on achète ça comme on achète le reste en real-time bidding, c'est-à-dire qu'on va l'acheter basé sur un indicateur de performance et la publicité va être vue en fonction de l'optimisation de l'indicateur de performance. Mais... Alors,
Voilà, alors il y a d'autres phénomènes, notamment il y a un phénomène qui s'appelle le média snacking aujourd'hui, qui fait qu'on consomme du média sur des moments qui sont extrêmement courts, extrêmement brefs, qui laissent penser qu'on arrive à la fin du 30 secondes. S'il n'y a pas un storytelling qui est extrêmement puissant, le 30 secondes, pour vendre une lessive, c'est mort. On va être sur du 10, sur du 15 secondes, voire même sur du 5 secondes, simplement pour travailler sur la notoriété. Et puis, on va utiliser d'autres canaux que la télévision pour être plus engageant, pour faire du storytelling. Donc, deuxième question. Un truc sur le pré-roll pour raconter, il y a encore plus pervers que le pré-roll. Donc, il y a le pré-roll Dailymotion, c'est 30 secondes obligé. Il y a le pré-roll YouTube, c'est au bout de 5 secondes, je peux zapper. Et en général, au bout de 5 secondes, il y a des fois, on reste. Et il y a le site Canal+. Là, c'est encore plus fort. Quand il y a la pub qui vient, si on fait ce que fait tout le monde, c'est on va sur un autre tab pour regarder autre chose, la pub s'arrête. Et elle attend que vous reveniez sur le tab. Et donc, elle vous attend. Elle dit, pas de problème, casse-toi, mais moi, je t'attends. Et vous revenez. Et il faut refaire les 25 secondes qui restaient, quoi. Ça, c'est très, très fort. Ça, c'est très, très fort. Je ne suis pas un spécialiste des médias, mais j'ai toujours entendu que le real-time bidding en Suisse a beaucoup de mal à s'installer. Le quoi, pardon ? Le real-time bidding a beaucoup de mal à s'installer. Le RTB, comme le RTB. Voilà, mais comme il y a des gens qui ne sont pas dans le domaine, ça serait bien de notamment vulgariser. cette façon de conceptualiser la publicité en inventaire, en inventaire d'invendus, avec une espèce de contradiction. Est-ce que c'est lié à la taille du marché ? Est-ce que c'est lié à la résistance des éditeurs ? Qu'est-ce que c'est d'abord le real-time bidding ? Donc le real-time bidding, c'est ce que j'expliquais, c'est quelqu'un arrive sur un site, il est identifié, et à ce moment-là, il y a une place de marché qui permet à des annonceurs de faire une offre. Donc ça, c'est le principe du real-time bidding. Donc c'est de l'achat publicitaire en temps réel. On n'achète pas un inventaire à l'avance, on achète l'inventaire au moment où la personne se présente dessus. Et donc on achète profil par profil, personne par personne. Ça, c'est le real-time bidding. Alors, en Belgique, ça démarre, mais vraiment comme un... Enfin, je pense qu'on fait 15% du marché après un an. Donc de 0 à 15% du marché après un an, c'est énorme, avec des croissances qui continuent à être exponentielles. La barrière, parfois, c'est certains annonceurs disent « mon inventaire est trop bon, hein, mon contenu est trop bon pour être proposé en real-time bidding ». Ça a été le cas de YouTube jusqu'il y a 2 mois. Et puis, à un moment, l'appât du gain fait qu'ils cèdent et se disent « mais en fait, voilà, mon inventaire, il est hyper bon, mais j'en vends 10%. Je préfère en vendre 100% avec un système de real-time bidding. Finalement, je gagnerai mieux ma vie. Et en plus, je ne dois pas payer une armée de commerciaux pour aller convaincre les régies, les agences médias, mois après mois, d'acheter mon inventaire. Vous pensez que c'est inéluctable ? Je pense que c'est inéluctable parce que, voilà, je pense que l'appât du gain, malheureusement, est ce qui va toujours orienter le marché. Et en l'occurrence, il y a de l'argent à se faire. Et surtout, il y a un retour sur investissement qui est extrêmement mesurable comparé aux autres moyens d'achat. C'est-à-dire que là, on optimise. Si je dis, voilà, mon critère d'optimisation, c'est de l'acquisition client, ma campagne se construit sur base de l'acquisition du client. Alors qu'avant, elle se construisait forcément ou sur de l'affichage ou sur du clic. Et parfois, l'affichage et le clic, je m'en fous. Moi, je veux de l'acquisition. Merci beaucoup Merci. pour ces réponses. On va terminer. On n'a pas le temps, désolé.